C'est la fin de la journée, tu es un petit peu fatigué, mais heureusement, il y a 101%. Bonjour, je suis Davy, bienvenue chez toi. Aujourd'hui dans 101%, un reportage, un des 6 sur Warhammer, et puis aussi auto, mais on commence avec les news. Comme nous vous l'avions promis hier, nous allons commencer ces news e-Cube avec une double interview consacrée à Driver San Francisco, réalisée sur le stand Ubisoft où le jeu Reflection était présenté en grande pompe. Donc, ce qu'on présente à l'E3 cette année, c'est 2 missions single, plus quelques minutes de free drive où on peut aller n'importe où dans la ville et prendre des activités qu'on veut, ou partir des courses-poursuites avec les différents véhicules policiers, et un des 19 modes multi qui est le tag. Et dans les missions qu'on propose, il y a une course où tu dois mener 2 gars à la ligne d'arrivée. Et donc avec le shift, tu shifts de l'un à l'autre et tu dois les amener à la ligne d'arrivée. Puis l'autre, c'est une mission de course-poursuite avec une Audi R8 qui est vraiment excitante. En termes de scope pour le jeu, on a 130 voitures à licence qui sont entièrement descriptibles. Pour la taille de la ville, toi, quelque chose comme 120 km de route, 130 activités dans la ville qui n'ont rien à rapport avec les missions et 56 missions pour faire juste les critical path du début à la fin. 11 modes multi online compétitifs, 3 modes split screen coopératif et le reste c'est split screen compétitif. Ouais, split screen aussi. Au niveau de l'aspect technologique, il a fallu développer notre propre technologie pour ça, notre propre engin propriétaire, pour être capable d'aller shifter n'importe où dans la ville sans loader et que ça roule à 60 FPS. Donc, il a fallu faire beaucoup de développement technologique pour gérer ça. Surtout au niveau d'un framerate très stable et très élevé. Ça, c'était très important. Avec toutes les IA, avec le nombre de voitures assez dense du trafic, plus les civils autour, et la profondeur de champ, c'est juste complètement fou. Voilà, donc ça, c'est du propriétaire. Initialement prévu pour la fin 2010, Driver San Francisco a été repoussé pour finalement être représenté à cet e-Cube. Un retard que les développeurs expliquent ainsi. On a regardé le jeu, on a vu la taille de la ville, on a vu la durée du single player et on s'est dit, bon, c'est cool, on a 10 heures de jeu, c'est bien, mais la ville est relativement vide, il faut qu'on la garnisse. Et donc on a commencé à réfléchir au contenu additionnel, on a ajouté plein de missions, par exemple des missions dans lesquelles tu peux amener n'importe quelle voiture. On a ajouté un système économique, tu peux t'acheter des garages, tu peux t'acheter des voitures, tu peux augmenter tes habilités. Et avec ces voitures, tu peux ensuite aller jouer dans certaines missions qui peuvent être jouées avec n'importe quoi. Donc si tu veux amener, je sais pas, un bus dans une course, bah tu peux le faire. Et après tu peux enregistrer ça sur le Film Director et le balancer sur YouTube. Partout dans la ville, quand on en a reçu 10, on va développer un des challenges qui sont basés sur un film. Donc, c'est des films qui sont très inspirés. Ils sont pas nommés, il faut deviner ça vient de où. Les couleurs, la musique qui est inspirée et évidemment les voitures qui sont inspirées de ces courses-poursuites-là. Ça ressemble à beaucoup de choses qu'on a tous vues dans notre enfance, vraiment. Des films avec Burt Reynolds, des films avec John Belushi, il y en a plein. Après, ce qui est vraiment intéressant, on a vraiment mis beaucoup d'amour dans ces petites choses. La BO ressemble à celle du film original, la mood ressemble à la photographie du film, le trafic, les voitures correspondent à l'ère. Donc si c'est dans les 70s, c'est des voitures des 70s, si c'est dans les années 80, c'est des voitures des années 80.
Oui, c'est des petits nuggets, on a vraiment essayé de faire quelque chose de cool. Et les habilités sont bloquées, le shift est bloqué, donc c'est vraiment un retour aux sources aussi en termes de driver. C'est vraiment super cool de se retrouver ici et d'avoir la reconnaissance du public parce que les gens adorent. On a les gars de Forza qui viennent nous voir, on a les gars de Criterion, on a un cascadeur d'Hollywood qui a joué au jeu, j'hallucinais sur ses skills. Après j'ai dit mais comment tu fais? Il me fait ah bah votre jeu, j'ai jamais vu un jeu qui avait autant nailé la conduite. Et je suis cascadeur à Hollywood et top. Donc c'est cool de recevoir ces feedbacks, c'est vraiment chouette. Après pour la fin du projet, moi je suis triste, j'ai pas eu le temps de finir tout ce que je voulais, j'en voulais toujours plus. Ça a été un des plus grands défis du développement de ce jeu-là, c'est qu'on n'a jamais dit non à aucun des demandes des designers. Ça a pris du temps, mais il est pacté full de belles choses maintenant. Fini par dire non. I've driven the streets of 100 cities to catch criminals. But Jericho is a different beast. I've always sworn I'd drive to hell and back to take him down. Looks like I just got my chance. On poursuit avec notre compte-rendu stand et là on va parler de EA, du stand EA qui avait pour le coup pas mal de belles choses à présenter. Moi j'ai eu l'occasion de tâter un peu de Battlefield 3. Alors j'en ai eu plein la gueule, ma gueule a été par terre. Voilà. Évidemment on peut pas vous montrer quoi que ce soit parce que c'est du 18+. Voilà. Beaucoup de jeux d'ailleurs, d'une manière générale, beaucoup de jeux 18+, sur ce salon. On en parlera dans les normes en vigueur européennes et américaines dans le classé 18+. Et donc pour revenir sur le stand EA, il y avait aussi, j'ai tâté du Star Wars The Old Republic, où on nous montrait on était sur Tatooine, donc il y avait des nouvelles quêtes, des nouvelles missions, tout ça. Il y avait plein d'autres choses intéressantes sur ce stand. Moi j'ai pu essayer Need for Speed The Run, donc bon, je suis encore un petit peu sceptique parce que tout simplement ça a l'air extrêmement assisté, donc c'est vraiment de la course-poursuite à la hollywoodienne, donc ça arrête pas, il y a du rythme tout le temps, t'es pourchassé par un hélicoptère, t'as tout qui pète, t'as la caméra qui s'éloigne à certains moments, ensuite t'as les grosses phases du QTE où tu sors de la voiture et là tu dois appuyer sur les bons boutons pour faire en sorte que le personnage puisse par exemple s'échapper de sa voiture avant qu'elle soit écrasée par un train, ce genre de choses. Il y avait également pas mal de jeux de sport évidemment. C'est EA, donc on avait du Madden qui était présenté, on avait du FIFA 12 qui était jouable sur 3DS, qui était jouable sur console de salon. On avait également quoi d'autre? On avait SSX qui était présenté mais en bien closed doors. Donc là de toute façon on verra ça avec les petits trailers juste derrière. Et puis pas mal de Sims, mais ça on s'en fout. Donc on va voir tout de suite du trailer. Electronic Arts exhibait à CityCube le dernier volet en date de la série des Need for Speed baptisé The Run. Déjà dévoilé lors de la conférence EA par Jason DeLong, un producteur exécutif de Black Box Studio, NFS The Run était également jouable sur le stand. L'occasion pour nous de passer un peu de temps sur cette démo afin de savoir si l'ensemble était aussi enthousiasmant que ce que l'on nous a présenté. Et malheureusement, cette démo a soulevé pas mal d'inquiétudes. À commencer par les phases d'action hors d'un véhicule. En effet, à l'instar d'un Driver 3, il vous sera demandé par moment de sortir de votre caisse afin de continuer votre fuite. Simplement, l'ensemble se résume à du matraquage de boutons et à des QTE ultra timides qui n'ajoutent finalement pas grand chose à l'expérience. Les phases de conduite quant à elles restaient plutôt carrées et intenses, ce qui est, vous en conviendrez, la moindre des choses pour un Need for Speed. On espère maintenant que ces passages hors de la voiture ne viendront pas pourrir un titre qui semble avoir pas mal de choses à proposer, notamment en termes de compétition grâce au système d'autologue visiblement similaire au volet Hot Pursuit. Mais si les voitures ne sont pas trop votre cam, on pouvait aussi retrouver des sensations extrêmes avec le prochain SSX, un titre qui a pour ambition d'être un style de burn-out de la neige. Outre la dimension catastrophe naturelle que les joueurs pourront déclencher, le jeu propose des environnements qui, pour le coup, collent de manière assez bluffante à la réalité. On pourra ainsi se faire plaisir sur de grandes chaînes de montagnes ou des grands monts, avec dans un coin de notre tête le slogan de ce prochain SSX. Trick it, survive it, race it. Ça pète bien, ouais. FIFA 12 était également présent sur le stand, mais dans la mesure où on vous en a déjà parlé en long, en large et en diagonale à travers un reportage carré et un compte-rendu de conférence complet, on se contentera de dire qu'il est effectivement attendu par un grand nombre de joueurs. Et on termine ce petit tour de stand avec Star Wars The Old Republic, le MMO développé par BioWare qui était lui aussi jouable.
pour le coup, la session à laquelle nous avons participé nous plaçait sur Tatooine, dans la peau d'un personnage de l'Empire. L'occasion pour nous de constater l'immensité de la planète désertique, mais aussi de se faire plaisir sur nos speeders à une place. Le personnage de haut level que l'on incarnait était armé de 2 blasters et possédait une quantité plutôt sympathique de skills, comprenant tout un tas d'attaques spéciales à distance, ainsi que des buffs en tout genre. On a également pu découvrir les compagnons, ces personnages qui vous escortent et qui se révèlent bien utiles lorsque la situation tourne cacao. Bref, une session de jeu plutôt intéressante qui laisse augurer du meilleur quant à cette production qui semble complète mais qui n'a à ce jour toujours pas de date de sortie. Mais la violence positive du stand EA se situait physiquement et principalement du côté de Battlefield 3. Simplement ça, on n'a pas le droit de vous en parler ici. On vous invite donc à suivre le prochain Classé 18+, dans lequel on reviendra évidemment dessus dans les normes en vigueur. En attendant, demain on vous parle du stand Sony et de sa nouvelle portable, la PS Vita. J'ai déjà fait beaucoup de 101% qui parlent d'un sujet, un sujet qui m'est cher. C'est les gens sur les blogs ou sur les pages Face, les pages de Face, qui posent des commentaires insultants. Et ces gens sont très énervés lorsque tu effaces ce commentaire. Et donc je voudrais en reparler encore une fois, une ultime fois. Ultime, je sais pas, parce que ça se trouve dans 6 mois, ça va à nouveau m'énerver. Mais en tout cas, dans ce 101%, on va en reparler. Mais pour que vous compreniez bien mon message, pour que tout le monde pige, même ces gens-là, imaginez, derrière moi, dans le décor de 101%, que ce n'est plus le décor de 101%, mais une chambre. D'accord ? Pendant que vous essayez d'imaginer, on regarde un reportage, sans doute sur les cubes. Déjà présenté lors de l'E3 dernier, Ghost Recon Future Soldier avait depuis fait l'autruche. Les images que vous voyez ici sont d'ailleurs celles de la démo réalisée sur scène lors de la conférence Ubisoft en 2010. Développé par les studios parisiens de l'éditeur, ce titre a connu une production compliquée pour finalement voir sa sortie décalée. Désormais annoncé pour 2012, il a fait l'objet d'une double présentation. La première, sur la conférence Microsoft, mettait en avant les fonctionnalités Kinect du jeu avec la possibilité de démonter et remonter son arme à l'aide de ses mains et de sa voix. Quant à la conférence Ubi, c'est le multi qu'elle mettait en avant. Un multi dont nous allons parler sans plus attendre. Sur la campagne, on a la campagne jouable de 1 à 4 joueurs en full coop, toutes les missions sont prévues pour. On a spécifiquement développé des IA de teammates pour que ton expérience en tant que joueur solo te replace quand même dans le cadre d'une équipe de ghosts spécialisés. À 4 joueurs bien sûr, toutes les features sont étudiées pour. Donc on a des features de synchronisation pour le tir, pour le combat, pour les entrées dans les portes, pour des gameplays un peu plus exotiques. Et à côté de ça, on a la partie multijoueur, qui est du multijoueur compétitif, jusqu'à 8 contre 8, avec différents modes de jeu. Donc je ne peux pas trop en parler non plus, parce qu'il y en a certains qu'on n'a pas révélés. Celui qu'on présente spécifiquement à l'E3, c'est le mode conflit, qui est une espèce de team deathmatch, avec des objectifs qui apparaissent en cours de combat. Donc ça favorise le team play, et ça favorise l'interaction entre les joueurs. Donc c'est quelque chose qu'on a voulu avoir en parallèle entre l'expérience solo coop et l'expérience multi-compétitif, c'est-à-dire avoir vraiment une collaboration entre les joueurs, l'utilisation de mécaniques assez pointues comme l'intel, comme la détection des autres ennemis, comme le partage d'informations entre les joueurs. Donc ça c'est à peu près commun aux 2 modes de jeu, et ça nous permet d'avoir des joueurs qui se reconnaîtront aussi bien dans la campagne qui est quand même scénarisée et dans le multiplayer qui est complètement compétitif. Avec une campagne principale que l'on nous promet solide, puisque jouable en solo mais également jusqu'à 4 en coop, un petit point sur le contexte géopolitique du jeu s'impose. Donc Ghost Recon Future Soldier, ça se passe dans un futur proche, pas défini justement, on préfère garder cette liberté, c'est toujours très Tom Clancy justement de garder dans un futur proche où on peut reconnaître des éléments de la réalité actuelle, mais voilà, on se projette un peu plus loin. Le contexte géopolitique, il est à peu près identique à ce qu'on connaît maintenant. Les Ghosts sont une force spéciale utilisée pour enquêter sur des trafics d'armes internationaux. Et ils vont découvrir au fur et à mesure qu'il n'y a pas que le trafic d'armes et qu'en fait le problème s'étend beaucoup plus loin et qui va mettre en péril la sécurité internationale. Voilà. La licence Tom Clancy est à la base synonyme de réalisme, une notion parfaitement intégrée par l'équipe de développement qui n'a pas ménagé ses efforts pour asseoir l'authenticité du jeu.
Tom Clancy, il y a toujours eu une règle d'authenticité, donc on doit faire avec cette règle. Donc on a fait appel à des consultants militaires, on a des spécialistes d'armes chez Red Storm, on a eu des visites d'anciennes forces spéciales américaines qui sont venus chez Ubi Paris nous entraîner. Ils nous ont fait faire un bootcamp de 2 jours pour nous montrer un peu certaines techniques qu'on utilise d'ailleurs dans la démo E3, genre la formation diamant, etc. Ils nous ont appris des petits trucs comme ça. Et au fur et à mesure, on a aussi des consultants sur l'équipement militaire, donc des gens qui travaillent un peu avec la recherche, l'armement, etc. Donc on a toujours pu avoir ce souci d'authenticité et le pousser aussi dans la fantaisie que nous on voulait avoir pour ce jeu et sur nos mécaniques de jeu en fait. Prévu pour 2012, Ghost Recon Future Soldier sera malgré tout comparé à 2 des gros blockbusters de cette fin d'année, Call of Duty Modern Warfare 3 et Battlefield 3. Des titres qui ne font pas plus peur que ça à Ubisoft. En fait, on n'a pas cherché spécifiquement à nous démarquer. En fait, c'est venu de fait, c'est qu'on remplit ce vide qu'il y a entre tous les shooters. Les shooters, généralement, sont assez directs, droit dans l'action, sans trop réfléchir. On envoie des cibles aux joueurs. Le joueur n'a pas beaucoup besoin de réfléchir à ce qu'il va devoir faire. En gros, il voit, il tue. Il évolue dans des villes un peu vides, etc. Nous, on a voulu justement fournir une autre expérience, c'est-à-dire une expérience beaucoup plus rusée pour le joueur, qu'il ait un espèce de bac à sable devant lui et des outils, et choisir justement sa méthode de résolution de ce problème-là, c'est-à-dire qu'il va avoir un certain nombre d'ennemis, un certain nombre de gadgets, ses teammates, et à lui de décider s'il va tuer tout le monde en engageant directement un combat frontal ou bien plutôt faire du flanking ou bien utiliser ses gadgets, utiliser les grenades, utiliser le drone pour marquer des ennemis, utiliser ses teammates. Ben voilà, donc on a voulu justement avoir, c'est quelque chose de très Ghost Recon, une équipe de spécialistes dont l'entraînement fait que ce sont des bêtes à tuer, mais aussi ce sont des combattants très rusés, très malins, qui savent pertinemment que le combat frontal n'est pas forcément la meilleure option tout le temps. Et c'est ce qu'on a appris aussi avec les consultants des forces spéciales. C'est justement, de temps en temps, il faut savoir être humble face au combat et se dire que notre avantage n'est pas forcément la puissance de nos balles ou la puissance de nos armes, mais c'est aussi notre connaissance de la tactique. On souhaite à l'équipe bien du courage pour peaufiner au maximum un titre qui promet énormément et faisait partie des jeux les plus impressionnants de l'E3 2011. Espérons qu'ils tirent parti des quelques mois de développement qu'il leur reste pour se démarquer encore plus de la concurrence et nous proposer une expérience au niveau de Battlefield 3, voire supérieure. Package secure. Standing by for extract. Donc pour plus de simplicité, la chambre est réellement apparue derrière moi. Et imaginez, par exemple, que c'est la chambre des 4 comédiens de Nerds. Imaginez que lorsque la journée est finie, Poulpe, Didier, Maëlys et moi-même, nous nous couchons dans ce grand lit. On se repose, et plus si Maëlys n'a pas ses règles. Voilà. Tout de suite maintenant, un des 6. Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. L'émission d'aujourd'hui est la première partie d'un diptyque consacré au jeu de rôle situé dans l'univers de Warhammer 40 000, le célèbre jeu de figurines de Games Workshop. La richesse de cet univers de science-fiction gothique et désespéré n'étant plus à faire, il existe plusieurs jeux qui en explorent chacun une facette. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler de 2 d'entre eux, Dark Heresy et Rogue Trader. Au 41e millénaire, la vie n'est pas franchement folichonne. L'humanité s'est unifiée en une nation totalitaire et fanatique appelée l'Imperium, rassemblée derrière la figure toute puissante de l'Empereur Dieu, qui fait régner l'ordre avec ses légions de Space Marines. Il faut dire que les tréfonds de l'espace renferment bien des dangers. Déjà, il y a les forces du chaos, issues de l'œil de la terreur, qui menacent de corrompre toute vie au nom de leurs dieux obscurs. Mais il y a aussi les races non humaines, que l'on appelle les Xénos, les Eldar, arrogants et imprévisibles, les orques, brutaux et sauvages, ou encore les tyrannides, de monstrueux parasites insectoïdes. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque Games Workshop a commencé à développer cet univers au début des années 80, c'était dans le but de créer un jeu de rôle qui se serait appelé Rogue Trader. En cours de route, l'éditeur anglais a préféré faire plutôt un wargame, qui est donc devenu Warhammer 40 000 en référence à leur précédent grand succès, Warhammer, le jeu des batailles fantastiques.
La sortie du jeu de rôle Rogue Trader en 2009 a donc été la matérialisation d'un projet vieux de près de 25 ans. Chacun de ces jeux propose d'incarner différents types de personnages. Ainsi, dans Dark Heresy, on incarne des acolytes au service de l'Inquisition, traquant les hérétiques et autres xénos qui pourraient se dissimuler au sein des mondes de l'Imperium. Différents plans de carrière s'offrent donc aux joueurs dans ce contexte, garde impériale, assassin, adepte, psyker ou encore technoprêtre. Dans Rogue Trader, en revanche, les joueurs font partie de l'équipage d'un libre marchand. Les libres marchands sont des capitaines de vaisseaux à qui l'Imperium a confié une lettre de marque qui les autorise à naviguer au-delà des frontières de l'Imperium pour coloniser de nouveaux mondes ou commercer avec des races non humaines. Les carrières proposées aux joueurs sont donc différentes avec par exemple l'archi-militant, l'astropathe, le maître du vide ou encore l'explorator. Les différents jeux de rôle Warhammer 40 000 utilisent le même système de règles, un système à base de dés à 10 faces et de jets de pourcentage. Donc on lance 2 dés 10, un pour les dizaines, l'autre pour les unités, et il faut obtenir un résultat inférieur ou égal au score de la compétence utilisée. On trouve également un système de points de destin que le joueur peut dépenser pour relancer un dé ou obtenir un succès automatique. Les points de destin sont en général rechargés au début de chaque session de jeu. Dans Rogue Trader, on trouve une particularité sympathique, à savoir le système de création de personnages, qui se fait avec un tableau plutôt qu'avec des calculs compliqués. C'est ce qu'on appelle la voie des origines. On choisit donc d'abord le monde d'origine du personnage, qui donne accès à 3 héritages possibles. Donc par exemple, un personnage né sur un monde forge peut avoir accès aux héritages vauriens, mercenaires ou enfants du credo. L'héritage choisi donnera à son tour accès à différentes raisons pour lesquelles le personnage s'aventure dans l'espace, et ainsi de suite. Si les voies des origines des différents personnages se croisent, alors cela donne aux joueurs une occasion de lier le background de leurs personnages respectifs. Un avantage de partager le même système de règles, c'est qu'il est très simple de transférer un personnage de Dark Heresy dans Rogue Trader, et vice versa. A noter quand même que les personnages de Rogue Trader seront plus puissants que ceux de Dark Heresy à la création. Je ne suis en général pas très fan de l'univers Warhammer 40 000. J'apprécie sa richesse, mais il est un peu trop sombre et glauque à mon goût et un peu trop centré sur la haine entre les peuples. Mais ce qui est intéressant avec ces jeux de rôle, c'est qu'ils permettent de voir cet univers sous des angles un peu différents. Ainsi, Dark Heresy tient presque plus de la dark fantasy que de la science-fiction, tant l'atmosphère est pour le moins médiévale. Tandis qu'avec Rogue Trader, on est plus dans le space opéra, un équipage, un vaisseau, des mondes mystérieux et dangereux à explorer. Le tout avec une ambiance pirate de l'espace qui ne peut que me plaire, comme vous vous en doutez sans doute si vous connaissez un peu mes goûts. Donc il n'est pas impossible que ces jeux puissent vous réconcilier avec le futur déglingué du 41e millénaire, et si vous étiez déjà fan, eh bien ces jeux ne peuvent que vous plaire, d'autant plus que l'édition française est vraiment de qualité et propose de très beaux livres intégralement en couleur. Il existe un autre jeu de rôle dans cet univers, Deathwatch, qui met les joueurs dans la peau de Space Marines et devrait sortir en français chez Bibliothèque Interdite d'ici fin juin, donc sera peut-être déjà sorti quand vous verrez cette émission. Ce sera le sujet de la deuxième partie de ce diptyque qui sera diffusé à la rentrée. Un 4e jeu, Black Crusade, s'apprête à sortir en anglais et sera quant à lui consacré aux serviteurs du chaos. Quant à moi, je vous dis à la saison prochaine, et d'ici là, jouez bien. Maintenant que vous avez imaginé que le blog de Nerds est une chambre, que les gens de Nerds y vivent dedans, imaginez que les commentaires inscrits sur le blog s'inscrivent sur le mur de la chambre. D'accord ? Par exemple, quelqu'un qui adore Nerds et qui dit « Nerds, t'es trop bien ». Ouais, ça s'affiche, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc on se couche le soir, et ça fait plaisir. En se couchant le soir, on voit écrit « Nerds, c'est trop bien ». Alors c'est mal écrit, c'est pas hyper malin, mais ça fait plaisir. Mais maintenant, imaginez que quelqu'un écrive « Maintenant, Nerds, c'est une belle merde !» en grand au-dessus du lit. Voilà. Alors que le commentaire soit objectif ou non, là, bon, c'est pas hyper objectif, mais quand tu te couches tous les soirs au même endroit, avec tes amis, t'arrives, et il y a écrit en gros, en géant, que ce que tu fais, c'est une belle merde alors que tu passes ta vie à le faire. Eh ben, le voir tous les jours, c'est lassant. Donc, eh ben, tu as envie de l'effacer pour plus le voir. Est-ce que vous trouvez ça normal ? On revient là-dessus, juste après Otto. Bonsoir à tous
et bienvenue dans Auto. Ce soir, je suis de retour à Paris, en France, à No Life, dans les studios. Vous voyez le magnifique fond que vous aviez l'habitude de voir avant que je parte au Japon. Cette semaine, on va continuer les présentations des artistes qui se produiront à Japan Expo. Nous aurons donc cette semaine Golden Bomber ainsi que Main et Iruma Ryoka. Et cette semaine, je tenais à préciser que j'avais Rémi comme cadreur. Rémi que j'aime beaucoup puisque c'était quand même... une véritable équipe. Koto, c'est quand même le monteur d'auto et là de l'avoir en cadreur, c'est je sais pas, le package total, j'aime bien. Voilà. On commence la présentation des artistes qui se produiront au JE Lifehouse avec un groupe de visu très original. Il n'y a que le chanteur qui chante réellement car les musiciens font du air instrument, on va dire, ils simulent. Vous allez donc découvrir les Golden Bomber. Le groupe fut créé en 2004 par Kiryuin Sho, le chanteur, et Kian Yutaka, le air guitariste. Et donc c'est un air band, même si Sho chante pour de vrai. En 2008, avec 2 nouveaux membres en plus, ils sortent 3 singles, dont l'excellent Motokare Korosu, qui veut dire en fait tu es son ex, tu es ton ex. Les paroles sont assez délirantes parce que c'est vraiment laisse-moi tuer ton ex. Enfin, un truc dans le genre, ça fait bien délirer. Et malgré le fait qu'ils ne soient qu'en indé, ils arrivent à vendre environ 3000 copies de chacun de leurs singles. En 2009, ils se lâchent et deviennent extrêmement productifs. Ils sortent un mini-album concept dont certaines chansons sont diffusées sur plusieurs radios ainsi que sur le net et deviennent un buzz, si on en croit leur bio officiel. Cette même année, leur chanson Time Machine ga Hoshiiyo sert de générique au jeu vidéo Skip Beat adapté du manga éponyme. Un mois après, ils font leur propre film, Sori no Koshita Natsu, qui reste dans la même veine que leur musique. Et enfin, en octobre, ils réussissent à placer leur single Meme Shikute dans le top 100 de l'Oricon. En 2010, ils sortent leur premier single en major, Mata Kimi ni Bango Kikenakatta, ma foi extrêmement comique puisque alors là on passe sur le thème du je n'ai pas encore réussi une fois de plus à te demander ton numéro de téléphone portable. Enfin, j'estime que c'est le numéro de téléphone portable et pas le numéro de téléphone tout court, bref. Cette fois, ils arrivent à se placer 4e du Top Oricon Singles. Avec leur premier album major sorti en 2011, ils se placent 3e du classement des albums. Et notez aussi que leur tout dernier single, Boku Quest, est sorti le 1er juin au Japon et est l'ending du dernier Yu-Gi-Oh! Donc si vous adhérez complètement au délire de ce groupe, ne les ratez pas le samedi 2 juillet à 14h15 dans la salle du JE Lifehouse. On passe maintenant à la présentation d'une chanteuse que vous connaissez forcément si vous êtes un adepte de la série Macross Frontier, puisque l'artiste en question n'est autre que la voix chantée du personnage Cheryl Nomu. Je parle bien sûr de Main. De son vrai nom, Nakabayashi Mei, son nom de scène était Mei Nakabayashi. Et c'est à l'âge de 13 ans qu'elle participe à une audition de l'agence Horipro qui lui permet de débuter sa carrière de chanteuse 2 ans plus tard. Ses 3 premiers singles ne remportent pas un grand succès jusqu'en 2008 où tout bascule et qu'elle est choisie pour incarner le personnage Cheryl Nomu de la série Macross Frontier uniquement sur les parties chantées. Les 2 singles ayant servi à l'animé se vendent à plus de 100 000 copies chacun et se classent dans le top 3 de l'Oricon. C'est après cela qu'elle décide de changer son nom de scène qui passe de Mei Nakabayashi à Main. Dès 2009, c'est la consécration. Son mini-album Main Suite se place 2e du Top Oricon. Sa tournée solo Main Concert Tour 2009 Main Act est sold out le jour de la mise en vente des billets. Et à la fin de l'année, elle sort son premier full album Styles. Et en même temps, son dernier mini-album sous le nom de son personnage Cheryl Nomu, Universal Bunny. Ce dernier se vendra à plus de 100 000 copies aussi. En 2010, on entre dans la cour des grands car elle organise son premier concert dans l'énorme salle du Budokan. Et là encore, tous les billets se vendent en un seul jour. Jusqu'en 2011, elle continuera à chanter pour divers animés comme Shangri-La, Okami-san to Shichinin no Nakamatachi ou encore Hida no Aria. Mais également pour le film japonais Inshite Miru Nanokakan no Death Game. En 2011, elle sort son 2e full album If You et une fois de plus, elle fait un sold out extrêmement rapide pour son concert au Budokan de mars dernier.
Une artiste qui a un succès fou en live apparemment. Et pour vivre cette expérience, ce sera le dimanche 3 juillet à 17h dans la salle du JO Lifehouse. Mais elle donnera également un petit showcase sur la scène principale le jeudi 30 juin à 15h30. On termine les présentations de cette émission avec une artiste qui devait venir se produire en France en avril, mais qui a dû changer ses plans suite au séisme du 11 mars. C'est la nouvelle icône gothique Lolita du moment, Iruma Ryoka. La chanteuse Ryoka Iruma débute le piano très tôt et commence à composer ses propres chansons peu de temps après. Tout naturellement, en grandissant, elle fait le conservatoire avant de migrer vers la capitale où elle entame sa carrière en 2008. Elle sort son premier album nommé tout simplement Iruma. C'est d'ailleurs là qu'arrive Nemu, son guitariste. Cette même année, son titre Vanilla est classé meilleur clip parmi 300 autres en compétition lors d'un concours. D'ailleurs, quand on voit ses longs cheveux blonds, on comprend tout de suite pourquoi elle est surnommée Rapunzel. Et c'est une sacrée coïncidence car elle est passionnée par toutes ses fables. Elle nous entraîne ainsi assez facilement dans son univers délicat, aux influences assez éclectiques. Iruma est aussi bien inspirée par Björk que par Sheena Lingo, et ça ne rend ses compositions qu'encore plus originales. Et en 2010, elle a sorti son dernier album en date, Crimson Princess. La demoiselle a déjà tourné dans plusieurs pays comme la Suisse, le Mexique ou encore la Russie. Et nous sommes évidemment les prochains sur la liste et vous aurez même 2 dates pour profiter de son talent. Le samedi 2 juillet à 15h15 dans la salle du JO Lifehouse et un petit showcase sur la scène principale le vendredi 1er juillet à 14h. Ça y est, c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de parler des nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après le J-Top samedi soir. Et cette semaine, entre autres, nous aurons du Galileo Galilei avec Boku Kara Kimie. Il y aura également un clip de Balzac, Justice, Pity and Hatred. Voilà, j'arrive pas très bien à prononcer l'anglais, je suis désolée. Il y aura également Tashka, un super groupe de pop rock avec Inochi no Kooshin, Plastic Tree avec 13th Friday. Il y aura également Inoran avec Super Trump ou Super Trump. Il y aura aussi le groupe de visu Lolita 23Q avec Hive. Et là, il y aura un truc un peu chelou aussi. Il y aura du Vocaloid. Attendez, ça se prononce, c'est compliqué car 40 MP c'est facile, mais en fait c'est Yonju Metorupi. Voilà, quelle complication les japonais, je vous jure, avec le clip Life Size. Il y aura aussi le clip du HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life. Et enfin, il y aura Kuriyama Chiaki avec Oishi Kisetsu. Alors Oishi Kisetsu, je veux dire, truc de fou quoi, j'en avais fait un pick-up, je me souviens même très bien de quel auto il s'agit. C'est celui où j'étais dans un restaurant de yakiniku. Voilà, et on voyait la Yamanote passer derrière moi, je m'en souviens très bien. Et quelques jours avant ou après ce tournage, je me souviens plus, j'ai vu un camion énorme avec la cover et la musique diffusée à travers le camion qui passait devant moi à Shibuya. Évidemment, je l'ai flashé avec mon téléphone portable japonais. Donc voilà, je suis super contente de voir ce clip débarquer à l'antenne, ça me fait super plaisir. J'espère que vous aussi vous l'aimerez. Si je ne me trompe pas, c'est dans ce clip-là, enfin pour cette chanson-là en tout cas, que Sheena Lingo est venue composer ou du moins mettre sa petite patte dans la chanson. Voilà, donc pensez à voter pour le J-Top, c'est important, et on se retrouve la semaine prochaine pour les quelques dernières présentations qu'il nous reste à faire. Bye bye! Ice, ice, ice cream, Donc voilà, regardez, c'est propre, hein, le mur est propre, on l'a bien savonné, on m'a mis bien 2 heures à le faire. Et le lendemain, sur le même mur, il y a écrit
Disons que leur mentalité est pas au top. La preuve, ils ont supprimé mon commentaire qui critique et ils gardent que les bons commentaires. Voilà quoi, nerd, c'est de la viande avariée maintenant, j'ai rien d'autre à ajouter. Vous pouvez effacer mon com. Mais qui garde les insultes sur son mur au-dessus de son lit? Tu vas sur le blog de Patrick Sébastien, tu dis que c'est de la merde, ça n'apparaît pas. Parce que c'est le blog de Patrick Sébastien. Tu peux aller sur n'importe quel autre endroit sur le web et dire je trouve que Patrick Sébastien c'est de la merde, et ça restera, c'est pas grave. Mais tu comprends très bien que quand tu vas dans la maison des gens avec tes souliers crottés, que après que tu sois passé, on nettoie. Parce que on n'a pas envie de voir ça chez nous. Mais j'empêche pas les gens de dire que c'est de la merde ou que c'est pas bien. Mais il faut être débile pour se dire qu'on va garder le graffiti sur notre mur. Il faut être débile. Bon, bref, par exemple, oui j'avais un exemple, excuse-moi. Par exemple, tu vas pas aller chez un tatoueur, le tatoueur va t'écrire sur ton bras « Ce bras appartient à un gros con, maintenant tu peux effacer ce tatouage ». Tu vois? C'est pareil. Donc j'ai aussi le cas d'un jeune homme, au langage fleuri, qui m'a dit « Ta BD, c'est de la grosse merde ». Donc j'ai effacé, et le mec m'a répondu, je lis « Alors, on supprime mon post? On supporte pas la critique ?» Mais quelle critique? Quelle critique? Ta BD, c'est de la merde. Je suis désolé, c'est pas de la critique. C'est juste de l'insulte. Une critique, c'est recueillant. Je pense que ta BD est vraiment mauvaise parce que tu dessines mal. Et donc, vu que tu dessines mal, j'ai pas envie de la lire. Donc, je suis désolé, tu es pas auteur de BD pour moi. C'est une critique. Je sais pas si c'est constructif ou pas, mais c'est une critique. Mais ta BD, c'est de la merde. Je suis désolé. C'est de l'insulte et pas de la critique. Voilà, un 101% où je suis vraiment très content d'avoir fait. À bientôt. Donc ce que je viens de dire est applicable à plein de choses, même à beaucoup de choses sur internet. D'ailleurs même 101%, c'est applicable à 101%. Par exemple, t'aimes pas 101% et t'as envie de nous insulter. Bah, tu peux le faire sur le forum de No Life. T'as toute liberté de le faire. Par contre, en échange, en retour, nous on a toute liberté aussi de te bannir. Hein, parce que se faire insulter chez soi, ça fait pas plaisir. Par contre, nous on va pas effacer ton commentaire. Non, pour pouvoir montrer, dire, bah, on l'a banni parce que regarde, il a dit qu'on était des gros cons, alors ça nous a pas fait plaisir.